Bonjour, je vais commencer en remerciant le professeur Gautret et Meki de m'avoir invité aujourd'hui à partager avec vous une réflexion que je mène depuis un certain temps sur la mise en œuvre des blockchains dans le domaine de la santé. C'est une réflexion que je mène depuis un certain nombre de mois. C'est une réflexion qui est encore en cours. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous parler d'où je viens avec cette réflexion-là, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, faire un portrait général, puis de vous montrer un petit peu où je veux m'en aller avec cette réflexion-là aussi. Donc, on s'est un petit peu coordonné. Déjà, moi, je vais vous faire un petit peu le portrait général, vous présenter ces différents modèles de mise en œuvre-là, ce à quoi ça peut mener dans une certaine mesure. Je vais vous parler un tout petit peu de contrats intelligents, mais je vais laisser le soin à mon collègue de vous entretenir de manière un peu plus détaillée sur les contrats intelligents. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a arrangé notre panel et c'est la manière dont on va procéder. On a décidé de prendre pour acquis, comme on est très limité dans le temps, je me suis entraîné très sérieusement à arriver dans les 15 minutes. Bon, on avait dit 15 minutes, pas 20, donc je vais peut-être gagner le prix au final. Je sais qu'on est à 18,40 pour ça. Je prendrai vos 5 minutes. Ben oui, c'est ça, je vais en faire don sans problème. Donc, on va prendre un peu pour acquis que vous êtes déjà familier avec les technologies blockchain. Sinon, on va passer les 45 minutes à juste vous expliquer comment ça fonctionne. Néanmoins, je pense que ce portrait général-là va vous permettre de comprendre certains des enjeux fondamentaux que ça amène dans le domaine de la santé. Donc, c'est quoi le problème à la base, le problème qui m'intéresse et qui m'a amené sur la piste des blockchains? C'est un problème qui anime l'ensemble, qui est mon cœur de réflexion en matière de recherche, et c'est la tension ou le conflit qu'on va nous présenter entre l'accès aux renseignements personnels sur la santé et la protection de ces renseignements personnels-là. On nous présente souvent la relation entre ces deux intérêts-là comme des intérêts qui sont concurrents, comme une relation qui est conflictuelle. Pour avoir accès aux renseignements sur la santé pour des fins de surveillance, pour des fins de sécurité, pour des fins de soins, pour des fins de recherche, il va falloir nécessairement porter atteinte à la vie privée. Il va falloir aller chercher ces renseignements-là et puis diminuer la protection qui va être offerte à la vie privée. Conséquemment, si on veut surprotéger ou trop protéger les renseignements personnels sur la santé, on va diminuer l'accès à ces renseignements-là, puis on va entraver les processus de surveillance, les processus de recherche, et puis entraîner des problèmes sur le point de vue des biens collectifs que ça peut générer. Donc, c'est le problème général qui intéresse mes recherches. Et la question que je me pose à travers toutes mes recherches qui m'a amené sur le terrain du blockchain, c'est comment est-ce qu'on résout cette tension-là? Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on n'a pas à choisir entre accès et protection de la vie privée? Puis comment est-ce qu'on institue une relation qui serait plus positive, plus synergique entre ces deux termes-là? Et l'hypothèse que j'ai depuis, même ma thèse en fait, c'est qu'on peut utiliser technologie de l'information, technologie contemporaine, pour essayer de réduire ce conflit-là, pour résoudre cette tension-là. Et c'est ce qui m'a amené sur le terrain des blockchains. Donc, quels sont les problèmes plus spécifiques qu'on va avoir en matière d'accès et protection de la vie privée dans ce contexte-là? Trois problèmes, oui, on voit bien, que j'ai un petit peu choisi aussi, qui sont en général, il y en a d'autres, mais auxquels les blockchains vont pouvoir en partie répondre. Le premier, c'est vraiment la disponibilité, l'historique et la traçabilité des données. En ce moment, les données de santé sont sous le contrôle, sont administrées, sont gérées par différents dépositaires de renseignements personnels sur la santé. Les patients vont voir différents médecins, différentes cliniques. Chacun va collecter des renseignements personnels et ces renseignements-là sont dispersés à travers le réseau. Et c'est très difficile à la fois pour les patients et pour les intervenants du milieu de la santé, même pour les chercheurs, même pour les autorités de surveillance, de savoir quelles données sont disponibles, où sont ces données-là, et qui a eu accès à ces données-là, qui les a collectées, qui les a envoyées à d'autres personnes, donc à d'autres intervenants. Donc, très difficile d'avoir cette historique, puis quand on parle de blockchain, le mot historique est quand même assez important, cette historique des données-là, cette traçabilité des données-là, d'avoir une espèce de portrait global de où sont les données et quelles données sont disponibles, okay? À la fois pour le médecin et pour les intervenants du milieu de la santé. Deuxième problème qui découle du premier, donc si on ne sait pas où sont les données, on ne sait pas qui a eu accès à ces données-là, qui les a divulguées, qui les a collectées, ça va être très difficile pour les personnes, pour les patients, d'exercer un contrôle sur ces données-là. Le contrôle qui est à la base
de nos lois en protection de matière de vie privée, qui est opérationnalisé par le fameux problème du consentement. Puis je sais que je n'ai pas beaucoup d'amis sur ce point-là, mais je pense qu'il faut continuer, il faut tenir bon avec le problème avec le consentement. Donc, si on a de la difficulté à savoir où sont les données, quelles sont les données, il va y avoir une difficulté pour le patient d'exercer un contrôle sur ces données, puis vraiment d'opérationnaliser ce consentement-là. Okay? Donc, ça, c'était le deuxième problème, donc la perte de contrôle personnel sur les renseignements. Troisième problème est celui de la sécurité des renseignements personnels des dossiers médicaux électroniques. Dans plusieurs de mes recherches, j'ai vu la jurisprudence a plusieurs exemples de divulgation non consentie, de problèmes informatiques, de problèmes de la sécurité des banques de données. Donc, même ces différents dépositaires, ces différents intervenants qui ont des renseignements personnels, c'est une dimension de la protection de la vie privée, il y a des gros problèmes, des grosses problématiques de sécurisation des données. Et plusieurs de ces problèmes-là vont se situer sur le plan du contrôle des accès. Donc, qui peut avoir accès aux banques de données. Donc, on a des banques de données qui sont, à la limite, dissipées un peu partout. On a de la difficulté à exercer un contrôle sur tout ça, puis on a de la difficulté à les sécuriser. Donc, comment est-ce que les blockchains peuvent nous aider à résoudre ces problèmes-là, puis à résoudre le problème plus général de la tension entre l'accès aux données et la protection des données personnelles. Donc, dans le cas de la recherche que j'ai menée, c'est une recherche qui va être publiée bientôt dans un livre qui est dirigé par Catherine Régis et Lara Khoury. Donc, si je vais vite sur certaines choses, s'il y a des détails qui manquent, le texte va bientôt être publié. J'ai étudié 4 modèles de mise en œuvre des blockchains dans le domaine de la santé pour voir comment est-ce que ces modèles-là pouvaient contribuer à la résolution de mon problème. Il y a plusieurs autres modèles, mais j'ai choisi ceux qui étaient le plus détaillés. Ça va très vite. Depuis que l'article a été rédigé, les sites web ont été updatés. Il y a beaucoup de travail sur ces modèles-là. Le premier, c'est celui de MedRec, de Assam Azaria au MIT. Le second, c'est celui de l'ENECO qui construit sur MedRec, qui va venir changer certaines choses. Je vais passer chacune des sections en détail. Le troisième, c'est Patientory de McFarlane et collègues. Et le dernier, c'est celui de Patterson à la Mayo Clinic. En Mayo Clinic, ça sonne un peu drôle comme nom, mais c'est quelque chose d'excessivement important aux États-Unis. Donc, c'est les 4 modèles que j'ai étudiés. J'ai utilisé sur 4 angles, 4 dimensions. Il y en a plusieurs autres, mais que je considérais comme étant les plus importantes. La première, c'est qu'est-ce qu'on va trouver sur ce blockchain-là. Blockchain, à la base, finalement, c'est un réseau, c'est une banque de données qui est mise en réseau. Et cette banque de données-là est distribuée entre les différents acteurs du réseau. Donc, dans tous ces modèles-là, les participants ou les membres du réseau, ça va être à la fois des professionnels de la santé et à la fois des patients. Dans les modèles américains, il va y avoir aussi souvent les compagnies d'assurance, on pourra aller chercher certaines formes de paiement. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ces blockchains-là? On va trouver 2 choses. En fait, ce qu'on ne va pas trouver déjà, c'est, je vais revenir un petit peu plus tard, c'est les dossiers médicaux et les renseignements personnels sur la santé. Ils ne sont pas sur la blockchain. Okay? Ce qu'on va trouver sur les blockchains, dans cette banque de données-là, ça va être, dans un premier temps, toute l'historique et l'histoire des différentes permissions qui ont été accordées pour avoir accès aux données. L'historique des différentes divulgations de renseignements, donc qui les a collectés, qui les a envoyés à qui. Donc, refaire toute cette traçabilité de la donnée, puis garder un historique ou un registre clair de toutes les transactions qui ont été faites à partir de ces renseignements personnels-là. Donc, on commence à avoir un accès beaucoup plus systématisé, pour une histoire, une traçabilité de la donnée à travers les blockchains. La deuxième chose qu'on va trouver sur les blockchains, ça va souvent être, à côté de ces permissions d'accès-là, cet historique-là, des métadonnées. Des métadonnées et des hyperliens qui vont nous rediriger vers la localisation ou les banques de données initiales de renseignements personnels. Donc, des métadonnées qui vont nous dire, tel renseignement va être disponible, puis un hyperlien qui va nous rediriger vers la location originale ou originelle de ces renseignements personnels-là. Donc, la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'emmagasinage des dossiers médicaux électroniques et des renseignements personnels ne se fait pas sur la blockchain. La raison est très simple. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'essayer, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on les... Ouais? Le volume des données, exactement. Le principe de la blockchain, c'est que toutes les personnes, tous les membres du réseau vont avoir l'entièreté de la banque de données sur leur serveur. Si tous les dossiers médicaux, les renseignements personnels sont sur la blockchain, ça veut dire que tous les patients, tous les intervenants de la santé vont avoir toutes les données médicales dans leur propre serveur. Donc, non seulement c'est non souhaitable, mais c'est infaisable au niveau pratique. Donc, les données,
puis ça, on va revenir tout à l'heure au niveau de la sécurité des données, ils vont rester dans leur position initiale. Ce qu'on va faire avec la blockchain, c'est centraliser l'accès, centraliser les permissions, puis s'assurer qu'on est capable de la localiser puis d'y avoir accès le plus rapidement possible. Pour gérer ces accès-là, gérer ces permissions-là, ce qu'on va utiliser, c'est des contrats intelligents, des smart contracts. Puis je vais laisser le soin à professeur Meki de revenir un petit peu plus loin là-dessus. On va utiliser ces smart contracts-là pour que les patients puissent dire « Oui, OK, parfait, il y a une demande d'accès à mon information, j'autorise tel médecin, tel intervenant à avoir accès à mes données. Donc, le lien va rediriger ces personnes-là vers la banque de données. Ils vont avoir accès. Donc, on commence à avoir un contrôle beaucoup plus affirmé sur les données personnelles. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les contrats intelligents. Le modèle de l'INECO est particulier parce qu'il va essayer, puis c'est une grosse problématique en santé, et je ne suis pas sûr que c'est possible de mettre ça en œuvre, mais il va vouloir faire une gestion beaucoup plus granulaire de l'information. Donc, les patients peuvent dire, OK, moi, je vais partager telle information, mais je ne partagerai pas telle information. Telle personne va pouvoir avoir accès à cette information-là, mais pas à telle autre information. Donc, une gestion plus granulaire, ce n'est pas un tout ou rien, mais ça peut poser des problèmes au niveau, de toute façon, de ce qu'on essaie de faire, d'avoir accès à l'entièreté de l'information. Dans un quatrième temps, et là, on retombe sur des choses qui sont connues dans le domaine des blockchains, les signatures électroniques, les fonctions de hachage, la cryptographie asymétrique. On va utiliser ces choses-là pour assurer la sécurité des transactions sur le blockchain, donc pas tant la sécurité des banques de données initiales, mais la sécurité de l'information qui va transiger, donc des permissions, mais aussi pour authentifier les personnes. Donc, est-ce que c'est bel et bien ce patient-là? Est-ce que c'est bel et bien tel intervenant, tel médecin, tel clinicien? Est-ce que c'est véritablement cette personne-là? Les fonctions d'authentification puis d'intégrité, de validité, d'intégrité de l'information sur les blockchains vont de pair. C'est un appariement quand même assez compliqué de fonctions d'hachage et de cryptographie asymétrique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on va utiliser ces quatre choses-là pour centrer l'information, essayer d'assurer un contrôle plus positif sur le renseignement, valider ou authentifier les personnes, puis utiliser les smart contracts pour opérationnaliser le consentement, opérationnaliser le contrôle individuel sur les renseignements personnels. Donc, quels sont les constats généraux? Je vous en ai déjà parlé. Donc, plus grande disponibilité des données, plus grands accès, ça va être plus facile de localiser les données. Au lieu de devoir appeler dans les différents hôpitaux, auprès des différentes cliniques, qui a quelles données, on va avoir vraiment ce portrait général-là. Okay? Augmentation du contrôle individuel avec les smart contracts. Donc, ce qui est assez intéressant, j'appelle ça la bizarre centralisation des blockchains. Les blockchains, on les vante comme une banque de données qui est vraiment distribuée, qui amène de la décentralisation, qui opère sans tiers de confiance. Mais donc, au niveau interne, au niveau des relations d'intériorité de la blockchain, il y a effectivement cette distribution de la connaissance, cette décentralisation, mais au niveau de comment la blockchain évolue dans son environnement, elle va vraiment créer un effet de centralisation. Donc, vraiment centraliser tous les membres potentiels sur un réseau, tous les acteurs pertinents sur un réseau, donc faire en sorte qu'on rapatrie, qu'on vient ramener toute l'information dans une et unique structure, même si cette structure-là est distribuée. Et en créant ce point unique d'information, on peut recentrer ou remettre le patient au cœur des efforts de protection, de circulation, de diffusion des renseignements personnels. Et ça, vraiment, puis là, je vous ai mis une citation, je ne vais pas vous la lire, je vais vous épargner je pense que c'est assez clair. C'est une citation qu'on va trouver dans les white papers de MedRec. Tous les modèles que j'ai étudiés, ces quatre-là, mais les autres que j'ai regardés, ils vont se qualifier de patient-centered. Donc, vraiment axés sur le patient, un peu comme le patient roi. On a finalement une technologie où on peut remettre le patient au cœur du système, et donc on est plus centré sur les intervenants, mais sur le patient, et c'est lui qui va pouvoir gérer les accès à ces données, consentir au partage de certains renseignements, et donc on vient réaffirmer en quelque part le contrôle individuel qu'il peut exercer sur ses renseignements personnels. La citation montre aussi qu'on pourrait utiliser ça pour les réseaux sociaux, pour les transactions financières, ce genre de choses-là, et donc il y a une indication forte, à mon sens, que les blockchains pourraient être utilisés pour augmenter l'accès aux données,
la traçabilité, la facilité de les trouver, mais aussi remettre le patient vraiment au cœur des transactions informationnelles. Au niveau de la sécurité des informations, qui était à la base un petit peu la raison pour laquelle je me suis intéressé au blockchain, en fait, la sécurité demeure inchangée. Hein. Les problèmes de sécurité qu'on a, et c'est un peu dommage, avec les banques de données initiales, vont rester les mêmes, parce qu'on laisse l'information à la même place. On va rediriger les accès, il va y avoir une idée où on va pouvoir mieux gérer les accès à l'interne si on utilise d'autres types de blockchain, mais au final, comme les données personnelles ne sont pas sur la blockchain, on ne va pas vraiment venir augmenter le niveau de sécurité de ces banques de données initiales-là. Donc, on construit sur ce qui existe déjà. On va sécuriser les transactions sur les blockchains. Donc, quand on va envoyer une permission, une autorisation, valider les personnes, authentifier les personnes, ça va rester. Mais l'aspect sécurité de l'information, à la base, reste le même. Donc, tout ça pour dire que le premier constat plus général auquel je suis arrivé à cette période de ma réflexion, c'est que les blockchains sont quand même un candidat crédible pour pouvoir contribuer à la résolution de cette tension entre l'accès aux données et la protection des renseignements personnels. Conclusion et perspective de recherche, où je veux m'en aller avec ça, depuis 2012, on a au Québec une loi sur le partage des renseignements personnels ou concernant le partage de certains renseignements de santé, et certains de ces renseignements de santé-là sont des renseignements personnels. Cette loi, ce qu'elle essaie de faire, c'est de faciliter l'accès à l'information, de faire ces gros actifs informationnels qui sont en fait des banques de données, où ça va être plus facile d'avoir accès à l'information, de savoir quelle information est disponible, à la fois pour des fins de soins, pour des fins de surveillance, pour des fins de recherche, mais c'est une loi aussi qui va vouloir venir réaffirmer le caractère confidentiel de ces données-là et de protéger la vie privée des personnes. C'est une loi aussi qui va créer un certain nombre d'obligations en matière de création de registres, de création d'historique, de retrait de consentement, de contrôle des accès, de où est allée l'information. Et donc, la chose que je veux faire à partir de maintenant, c'est de voir est-ce qu'on pourrait utiliser les blockchains pour mettre en œuvre ou pour opérationnaliser cette loi-là. Voir si c'est déjà ça qu'on est en train de faire, voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre cette loi-là à travers les blockchains. Donc, juste pour la petite histoire, où est-ce que je suis rendu dans cette réflexion-là, je suis passé à travers le site web du M3S qui est chargé de la mise en œuvre de cette loi-là. Il est tellement bien organisé qu'on a de la difficulté à se retrouver puis à se retrouver toute l'information qui est pertinente. Il y a plusieurs indications, mais là, j'ai fait une demande d'accès aux renseignements pour savoir exactement comment ils font ça, comment ils prévoient faire ça et voir est-ce qu'il y a certains de ces modèles-là qu'on pourrait utiliser pour mettre en œuvre cette loi-là. Ça serait quoi les limitations? Ça serait quoi les problèmes qu'on encourt? Est-ce que ça amènerait quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'ils sont déjà en train de faire ça? Donc, c'est là où je m'en vais avec cette réflexion-là. Voilà!